bonjour. Donc, je vais faire commencer l'histoire de la relativité restreinte autour de 1865, donc bien avant 1905. Alors pourquoi 1865? C'est le début de la théorie électromagnétique. Donc 1865, on est donc deuxième moitié du 19e siècle. La physique, autant expérimentale que théorique, a fait d'énormes progrès. On a trois forces fondamentales, l'interaction gravitationnelle, l'électrofaible et forte. On a les lois de conservation de l'énergie, du mouvement, de la quantité de mouvement, du moment cinétique et de la charge qui sont très bien établies. Petit mot sur la nature de la lumière. Alors après Newton, et à partir de Newton, c'était une idée de Newton apparemment à laquelle d'ailleurs il tenait pas tant que ça, mais bon, pendant une centaine d'années après lui, on était persuadé que c'était des corpuscules, la lumière, alors que là au 19e, deuxième moitié du 19e, tout le monde est maintenant persuadé qu'elle est ondulatoire, donc c'est des ondes, la lumière. On sait que justement après, à partir de 1905, ça va devenir, il y aura un problème avec ça, ce sera la dualité onde-corpuscule qui va apparaître, notamment avec Einstein. Et pour l'heure, donc, ces choses-là semblent bien fixées. Donc la physique est en plein essor, tout va bien, mais il y a un petit problème, un petit caillou dans la chaussure de la physique, c'est que les équations de Maxwell ne sont pas invariantes par rapport à une transformation de Galilée. Bon, alors déjà les équations de Maxwell c'est quoi? Donc Maxwell il va publier sa théorie qui regroupe donc la théorie de l'électricité et du magnétisme, théorie complètement séparée jusqu'alors. Il va mettre 8 ans, 9 ans à publier ça, plusieurs articles. Notamment en 1873, il sort ses 8 équations. Plus tard, elles seront ramenées à 4 par Heaviside. Et donc ça décrit quoi? C'est les propriétés des ondes électromagnétiques, bon, la lumière visible par exemple, ou encore les rayons X. Et donc ça décrit les propriétés de ces ondes électromagnétiques. Et ça dit quoi? Ça dit que les charges et les courants génèrent des champs électriques qui à leur tour génèrent des champs électriques et magnétiques. Bon, très bien, sauf que le problème, donc je disais, c'est que ça n'est pas invariant par rapport à une transformation de Galilée. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors Galilée, petit saut en arrière, même gros saut en arrière, il est né en 1564 et mort en 1554-1631, je crois. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'est un immense physicien, expérimentateur, donc contemporain de Giordano Bruno et de Kepler. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais juste vous donner une petite illustration. Il a décrit ce qui se passe en termes de transformation des coordonnées lorsque il y a un repère, un nouveau repère qui est en déplacement rectiligne uniforme par rapport à un autre. Vous voyez sur mon petit dessin là, il est gros, j'ai un point P, dans le repère noir il a une coordonnée X, donc je le mets juste avec une seule dimension spatiale, coordonnée X, et puis le repère rouge il se déplace avec une vitesse V, donc au bout du temps T il a fait un déplacement de V fois T, okay, ce qui fait que la nouvelle coordonnée c'est X moins VT, normal, classique. On remarque un truc important, c'est que le temps est le même dans les deux repères. Voilà, transformation de Galilée, très simple. Alors pourquoi ça a de l'importance? C'est que en fait, depuis Newton, on sait que toutes les lois de la dynamique newtonienne donc, doivent être invariantes pour une transformation de Galilée. Invariant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lois doivent être fiables. Si je change de repère, il ne faut pas du tout que ça ait une autre tête. Il faut que ça soit les mêmes lois. Et ce n'est pas le cas des équations de Maxwell. Quand on change de repère, elles n'ont plus du tout la même tête. Et ça pose un gros problème, à tel point qu'on va aller jusqu'à imaginer qu'il existe un référentiel privilégié qui porte une substance qui s'appelle l'éther, on l'appelle comme ça. Sur cette substance, il y a les ondes électromagnétiques qui se propagent, comme les vagues sur l'océan. Okay. Et donc, ce référentiel qui porte l'éther, il est en déplacement par rapport à la Terre, ce qui expliquerait la non-invariance des équations de Maxwell par rapport à une transformation de Galilée. Super, bonne idée, sauf que déjà, il y a un petit problème, c'est que l'éther, il devrait avoir des propriétés très bizarres. Il devrait être à la fois très dense, pour pouvoir permettre aux ondes électromagnétiques de se propager. Et puis en plus, nous, on est là, on bouge, on ne le sent pas. Donc, il y a une petite contradiction là, mais bon, admettons. On cherche à démontrer l'existence de l'éther. Et là, c'est le début des expériences de Michelson et Morley. Michelson d'abord, puis avec le chimiste Morley. De 1880 principalement à 1887, ils vont enchaîner toute une série de à peu près la même expérience.
Expérience assez technique avec pas mal de jeux de miroirs. On envoie des rayons lumineux qui sont divisés en deux, il y a des allers-retours sur d'autres miroirs en face, puis on revient au point de départ et on mesure le temps parcouru. L'idée, en 2 mots, vous prenez un nageur, vous lui dites « Bon, tu remontes la rivière, tu fais 100 mètres et tu reviens », ou alors tu fais 100 mètres vers la berge opposée et tu reviens. S'il n'y a pas du tout de courant, il mettra le même temps. En revanche, s'il y a du courant, il va aller en amont, il va revenir, il va mettre un certain temps, il ne mettra pas le même temps qu'en allant vers la berge opposée et en revenant, puisqu'il y a le courant de travers. Ça, c'est très facile, c'est niveau collège de prouver ça, qu'il y a des différences de temps. Ça devrait être pareil avec la lumière s'il y avait un courant éther qui se déplaçait par rapport à la Terre. Or, Michelson et Morley, ils n'arriveront jamais à déceler la moindre variation de vitesse de la lumière. Ils vont faire plein d'expériences en essayant d'être de plus en plus précis. Et il n'y a pas moyen. Le pauvre Michelson, il essaiera même à la retraite ensuite au XXe siècle, alors que Einstein aura déjà sorti de sa théorie depuis pas mal de temps. Il essaiera encore de démontrer l'existence de l'éther. Il n'y arrive jamais. En plus de ça, à la même époque, il y a Lorentz et en parallèle Fitzgerald, apparemment sans se concerter. Ils se disent, bon ok, les transformations de Galilée ne laissent pas invariantes les équations de Maxwell. Quelle transformation laisserait invariantes les équations de Maxwell donc? Et ils font un boulot juste mathématique. Il y a pas mal de gens, hein, genre par exemple Poincaré ou Lobachevsky, Minkowski, Riemann, on a fait plein d'apports pour la relativité avec un point de vue juste mathématique. C'est une parenthèse. En tous les cas, Lorentz et Fitzgerald s'attaquent à ça et puis ils trouvent des transformations qui laissent invariantes les équations de Maxwell. Alors c'est quoi ces transformations? Pareil, je les affiche juste vite fait. Elles ressemblent un peu aux transformations de Galilée, sauf que il y a un petit truc, en fait un gros truc, c'est la racine de 1 moins V2 sur C2. Je vous rappelle que V c'est la vitesse de déplacement du repère, C c'est la vitesse de la lumière. Mais une petite différence, ce qui fait que quand V est faible, c'est à peu près ça qu'on a. Les transformations de Galilée, mais quand V grandit, c'est plus du tout pareil. Et autre remarque, c'est que le temps n'est plus absolu. Je change de repère, le temps est modifié en fonction de la vitesse, notamment. Alors ça va poser un sacré problème, parce que si on accepte que ce que raconte Lorentz et Fitzgerald est vrai, c'est que toute la physique newtonienne est caduque. Elle est basée vraiment sur ces histoires d'invariance par rapport aux transformés de Galilée. Ça voudrait dire que la physique newtonienne n'est valable que pour des petites vitesses, relativement petites. Et ça, bon, évidemment, on n'est pas prêt à remettre ça en question à l'époque. Il y a un autre truc, c'est qu'en fait, le temps, il n'y a plus de caractère absolu de la simultanéité. Ça veut dire quoi? C'est que si pour un observateur, à un endroit donné, il y a 2 événements qui sont simultanés, pour un autre observateur qui regarde la même scène et qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport au premier observateur, les 2 événements ne seront pas simultanés. Ça choque beaucoup. Hein. C'est inscrit, il faut voir que c'est inscrit dans la Genèse, finalement, cette histoire de caractère absolu de la simultanéité. Partout dans l'univers, il doit se produire la même chose au même moment. Donc voilà, gros problème. Et ça n'empêche, donc il y a ces contradictions-là, mais ça n'empêche que finalement, beaucoup à l'époque considèrent ça, on va arriver à lever ces contradictions, c'est pas bien grave. Il y a beaucoup d'optimisme sur la physique à la fin du 19e siècle. Et je vais citer très rapidement deux petites citations. Hein. Une de Lord Kelvin en 1900, il dit « Il n'y a aujourd'hui plus rien de neuf à découvrir en physique. Tout ce qui reste, ce sont des mesures de plus en plus précises. » Et Michelson, le même, donc un peu avant, il dit « Les faits et les fondements les lois fondamentales des sciences physiques ont tous été découverts. Ceux-ci sont maintenant si fermement établis que la possibilité même qu'ils soient un jour mis en défaut par de nouvelles découvertes est extrêmement peu probable. » Bravo Michelson. Et donc là-dessus arrive Albert Einstein. Donc, Albert Einstein, né en 1879, 2 ans avant le début des expériences de Michelson et Morley. D'ailleurs, encore au début du XXe siècle, hein, pour l'anecdote, il semble qu'il n'était même pas au courant que les expériences de Michelson et Morley avaient échoué. Bon, bref, toujours est-il qu'on a souvent dépeint Albert Einstein comme un mauvais étudiant, un cancre. Non, c'était juste quelqu'un d'assez particulier qui avait un peu de mal à s'exprimer, qui n'était pas du sérail scientifique. Son père était commerçant, ça marchait pas super bien d'ailleurs. Mais bon, il a quand même fait de bonnes études. C'était pas un cancre, simplement il était souvent absent, il était en butte face à ses enseignants. Hein, et il n'allait pas toujours en cours. Et en fait, il semble que dès ses 16 ans, on le saura après, il travaillait dans son coin pour lever les contradictions entre les équations de Maxwell et les transformations de Galilée. Bref, donc en 1905, il publie une succession d'articles absolument
monumentaux d'un point de vue de la physique, dont l'article qui va initier la relativité restreinte, où il dit en substance, parce que c'est bien plus compliqué que ça, mais il dit, bah ouais, ce que raconte Lorentz Fitzgerald, c'est pas juste un jouet mathématique, c'est vrai, c'est ça la vraie vie physique. La physique, c'est ça, c'est les transformations de Newton, elles ne sont vraies que pour des petites vitesses, et ça correspond à une réalité physique, ces transformations de Lorentz Fitzgerald. Alors là, c'est un peu le séisme quand même, parce que pour les raisons que j'ai évoquées un peu avant, et aussi parce que ça induit des effets physiques très très étonnants, assez contre-intuitifs, en tout cas à l'époque. Je vais en citer deux, c'est la contraction des longueurs et la dilatation du temps. Contraction des longueurs, c'est simple, vous voyez un vaisseau spatial qui se déplace en mouvement rectiligne uniforme par rapport à la Terre. Si vous mesurez la longueur du vaisseau pendant son déplacement, vous obtiendrez une longueur plus courte que la longueur du vaisseau mesurée par quelqu'un qui serait sur le vaisseau. C'est un peu bizarre, mais on peut l'imaginer comme ça. Inversement, dilatation du temps, ça veut dire quoi? C'est que si pour le pilote du vaisseau, il s'est passé 1 an de voyage, sur la Terre, pour vous, il s'est passé plus d'1 an. Le temps est dilaté pour l'observateur terrestre. Et donc ça choque énormément, et d'ailleurs on va tout de suite objecter un an plus tard, 1906, on va lui dire attends mais ça va pas ton truc, paradoxe des jumeaux ça s'appelle, très très célèbre. On lui dit ok mais si tu as deux fusées qui se déplacent l'une par rapport à l'autre, dans quelle fusée le temps est plus court, plus long, quelle est la fusée plus courte, plus longue, ça tient pas debout puisqu'elles sont toutes les deux en déplacement. En fait ça ce sera levé assez rapidement d'ailleurs par Einstein, donc c'est pas très très grave. Ce qui se passe aussi, c'est que en fait, il n'y a pas d'expérience au départ qui prouve la véracité de la théorie d'Einstein. C'est purement théorique, ces découvertes initiales, et c'est qu'à partir de 1918, 13 ans plus tard, et 3 ans même après la théorie de la relativité générale qu'Einstein va sortir en 1915, qu'on commencera à avoir des expériences qui vont prouver que tout ça, c'est pas des salades, et de façon très spectaculaire. Là, ça va être la gloire pour Einstein, évidemment. Je vais citer 2 expériences. Alors il y en a une un peu anecdotique qui est de 1971. Jusqu'en 1971, il y avait des gens qui faisaient le tour de la Terre dans des avions, des avions de tourisme, avec des horloges atomiques, donc sur la désintegration des atomes, pour essayer de voir des différences d'écoulement du temps quand un avion se déplace. Voilà. Plus spectaculaire, c'est en 1941, par exemple, il y a une expérience qui est celle de la désintégration du muon, qui a été faite très très bien sur le mont Washington. L'idée c'est quoi? Alors les muons c'est quoi? C'est des particules, vous avez du rayonnement cosmique qui rentre dans l'atmosphère, ça engendre une cascade dont à la fin, en dernier lieu, il y a dont sont issus des muons. Ces muons ils dégringolent à une vitesse stupéfiante, 0,98 fois la vitesse de la lumière. C'est très très élevé évidemment. Et donc, en 1941, on a mesuré, on a pris un paquet de 1000 muons, ne me demandez pas comment ils ont fait pour savoir qu'il y avait exactement 1000 muons, et on a regardé combien il en restait sur les 1000 en arrivant en bas de la montagne, du mont Washington à 2000 mètres d'altitude. Et en fait, on connaissait la vitesse de désintégration des muons. C'est une loi exponentielle décroissante, donc c'était assez facile de prédire ce qui allait se passer. Et donc, la prédiction, c'était que s'il y en a 2000 en haut, vu le temps qui s'écoule, quelques millionièmes de seconde, en bas, il devrait en rester à peu près une quarantaine. Or, on en compte en bas autour de 540. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, vu leur vitesse, les muons, pour eux, leur temps propre, ça s'appelle comme ça, il est beaucoup plus court. Et donc, quand ils dégringolent, ils le font beaucoup plus rapidement que pour un observateur. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en bas, il s'est écoulé moins de temps pour eux, et que donc, si on applique les transformations de Lorentz Fitzgerald, on devrait obtenir un nombre différent de muons en vie encore en bas. Et effectivement, on en trouve 540. Je crois qu'il y a une différence de 2-3, ce qui est ridicule évidemment, par rapport aux prédictions des transformations de Lorentz. Donc ça, c'est assez spectaculaire. Et ça va, donc c'est au fil des expériences comme ça que la théorie de la relativité restreinte va vraiment être assise, puis aussi par les découvertes de la relativité générale en 1915. Et donc je vais terminer par une petite illustration sur le voyage interstellaire. Alors, on cite souvent le voyage interstellaire comme exemple d'application de la relativité restreinte en disant oui, si tu pars dans l'espace, dans un vaisseau et que tu reviens, tu vas être beaucoup plus jeune que les gens qui sont restés sur la Terre. Bon, c'est pas vrai.
Alors on va voir pourquoi, et ça me permettra de rebondir sur la relativité générale après. Je donne ce petit exemple, donc ça me permet aussi de parler vite fait de diagramme d'espace-temps de Minkowski. Donc ici l'idée, vous avez une seule dimension d'espace. Okay, donc l'idée c'est que vous avez une fusée qui part à 8 années-lumière de la Terre et qui revient. Donc il y a une dimension spatiale ici, dimension temporelle. Donc effectivement le temps s'écoule pendant qu'elle s'éloigne et qu'elle revient. Okay, diagramme d'espace-temps. Elle va mettre, puisqu'elle part à 8 années-lumière et qu'elle va 0,8 fois la vitesse de la lumière, elle va mettre 10 ans à partir, 10 ans à revenir pour un observateur terrestre. Parce que, effet donc, de la dilatation des temps, lorsque pour le vaisseau il s'est passé 1 an, on fait le calcul vite fait, avec la vitesse de la fusée, il s'est passé 5 tiers d'année, donc 1 an et 8 mois, pour un observateur terrestre. J'ai pris des chiffres qui tombent sur un compte rond, c'est plus simple. Et donc ça fait qu'au final, lorsqu'il s'est passé 20 ans sur la Terre, que le pilote revient, il n'a vieilli, lui, que de 12 ans. Donc effectivement, c'est assez spectaculaire. Alors, on voit aussi d'ailleurs sur ce diagramme des choses un peu plus compliquées. C'est simplement qu'on peut aussi envoyer des rayons, faire une expérience de pensée avec des rayons lumineux qui sont envoyés de la Terre vers la fusée, de la fusée vers la Terre. On regarde les temps de réception, les moments où sont reçus les différents rayons. Vous voyez par exemple la fusée, ils nous reçoivent le 2e rayon sur 20 qu'au moment où ils font demi-tour. Okay, au bout de 8 ans. Bon, il y a des calculs rigolos à faire. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais sur le côté spectaculaire, donc des 12 ans seulement de vieillissement du pilote, alors que sur la Terre, ils ont vieilli de 20 ans, le problème, c'est que là-dessus, faut bien comprendre que 0,8 fois la vitesse de la lumière, on ne l'atteint jamais en pratique dans les vaisseaux spatiaux. Donc la vitesse de libération de la Terre, c'est 40 km/s pour une fusée, donc autour de ça. Donc une fusée, elle ne va jamais au-delà de 50 km/s en moyenne. Donc évidemment, on est très très loin des ici 240 000 km/s qu'il faudrait avoir. Donc ça ne joue absolument pas ces effets de relativité restreinte. Ce qui va jouer, c'est les effets de relativité générale. C'est encore une autre histoire, il faudrait un autre exposé bien plus long même pour en parler. Mais l'idée c'est quoi ? Je prends un exemple qui est d'un film récent, dans Interstellar, il y a des gens qui vont sur une planète proche d'un trou noir et qui restent 1 heure sur cette planète à peu près, ou 2 heures, je sais pas. Ils remontent dans le vaisseau qui lui était un peu plus loin, en orbite assez éloignée. Et dans le vaisseau, leur petit camarade, il a vécu, il s'est passé 23 ans. Donc effectivement, c'est très spectaculaire. Et pourtant, ils n'ont pas bougé, ils étaient en train de barboter dans l'eau, mais bon, il ne s'est pas passé grand-chose pour eux. En fait, là, c'est vraiment un effet de relativité générale. Alors, c'est quoi le principe vraiment général de cette histoire, de relativité générale ? C'est que, vous voyez, là, on voit des lignes droites, quand on envoie des rayons lumineux à travers l'espace, ça fait des lignes droites dans l'espace-temps de Minkowski. Et en fait, dans la réalité, c'est pas ça. Ce qui se passe, et c'est l'idée géniale d'Einstein, encore une autre, qui va publier à partir de 1915 après un gros boulot mathématique, parce que là, on passe vraiment à une autre dimension d'un point de vue calcul, c'est de dire que l'espace-temps est courbé par les masses et en retour indique aux masses comment se déplacer. Et donc, à partir de ça, ce qui est induit par ça, c'est que notamment les rayons lumineux eux-mêmes sont déplacés par la courbure de l'univers. Une autre manière de voir les choses, c'est que la Terre, par exemple, elle fait pas une trajectoire elliptique autour du Soleil, elle va en ligne droite. C'est l'univers qui est courbe à cause de la masse du Soleil. Okay, c'est cette idée-là. Et donc, à partir de cette idée géniale, on va arriver à une théorie extraordinaire de la relativité générale qui induit des effets énormes, bien plus importants que la relativité restreinte, parce qu'on courbe les rayons lumineux, il y a même des nœuds dans l'espace-temps, qui vont être les trous noirs, dont il n'est pas possible de se libérer, même pour la lumière. Et donc ça a des effets bien plus forts que les effets de relativité restreinte, mais c'est une autre histoire.